toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Pour ce nouvel épisode, nous t'amenons dans les coulisses de l'entrepreneuriat pour évoquer une thématique fondamentale pour tout entrepreneur, le financement. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui reçus dans les locaux de l'entreprise Invest in Fenua, créée par des passionnés de la finance, il y en a. Cette entreprise a pour ambition d'aider les entrepreneurs polynésiens à trouver facilement des financements pour leurs projets. Mais je n'en dis pas plus, je laisserai à Pierre qui nous accueille aujourd'hui le soin de nous en parler. Pierre Yorana. Yorana. Merci de nous accueillir dans cet espace. Alors pour ceux qui nous écoutent en audio, est-ce que tu peux nous expliquer où se situent vos locaux, à quoi ils ressemblent, une petite présentation visuelle de Invest in Fenua. Ok, très bien. Nous sommes à Papeete, donc immeuble Dexter, au 3e étage, où se situait l'ancien siège de la compagnie Air Tahiti Nui. Donc plus précisément au 3e étage, c'est là où il y avait les ressources humaines de la société. Nous avons un petit local d'une centaine de mètres carrés avec 4 bureaux qui nous permet de démarrer notre activité et puis d'avoir un petit peu de confort, de pouvoir faire diverses réunions en même temps. Donc on accueille ici nos porteurs de projets, nos éventuels clients investisseurs et puis certaines fois des intervieweurs comme tu fais aujourd'hui. Ok, ça va. Alors Invest in Fenua, ce n'est pas que toi, non. C'est toi et notre associé. Mais, alors est-ce que tu peux nous présenter justement un petit peu l'entreprise ? D'accord. Donc Invest in Fenua, nous l'avons créé avec un ami qui est maintenant ami et associé, donc qui est Nicolas Laurent, qui lui est venu me voir il y a 2-3 ans avec une idée en tête, c'était de créer l'embryon d'Invest in Fenua et on a commencé à travailler sur son idée et puis on a développé au fur et à mesure. Ça a mis 2-3 ans à aboutir à ce qu'est Invest in Fenua aujourd'hui. Donc Nicolas Laurent, il est associé, nous sommes les 2 fondateurs. Il a 37 ans, un parcours de banquier, notamment en Europe et ensuite ici à Tahiti. Et moi j'ai plutôt Pierre Germont, 34 ans, et moi j'ai plutôt un profil de financier d'entreprise. D'accord. Donc au sein des directions financières, soit de groupes, donc en Europe, ou ici aussi où j'ai fait partie de la direction financière de 2 sociétés. D'accord, ok. Donc vous êtes sur le Fenua depuis... Alors moi ça fait 7 ans et Nicolas un petit peu moins 5 ans. Sachant que lui par contre a grandi ici, a fait ses études ici, une partie de ses études, est parti travailler un petit peu en Europe et ensuite est revenu à ses premiers amours. D'accord. Alors, donc comme je disais, vous êtes des passionnés de la finance, mais qu'est-ce qui est exactement au cœur de Invest in Fenua ? Quel est votre métier principal ? Le cœur d'Invest in Fenua, c'est de la finance participative. En réalité, notre statut, c'est conseiller en investissement participatif. C'est un nouveau statut qui a été créé à l'époque où Emmanuel Macron était ministre des Finances en France. Ce statut, il est un petit peu hybride. Il permet à celui qui acquiert ce statut, donc c'est un statut qui est régulé par l'autorité des marchés financiers, et il permet en fait de créer des titres financiers de PME. Donc soit des actions, donc du titre de capital, un petit peu comme les grandes sociétés du CAC 40 vont se faire coter au CAC 40. Nous on fait la même chose avec les PME, ou alors d'émettre des titres obligataires, donc de la dette. Alors pas pareil que de la dette bancaire, puisque c'est pas du tout le même métier, mais de la dette obligataire. D'accord. Ouais. Alors, parce qu'effectivement, ici, les entreprises, je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise polynésienne sur les marchés financiers. Non. Donc, votre objectif, c'est un peu de compenser ce manque parce que le marché n'est pas assez grand, peut-être, pour être présent sur les marchés financiers, simplement parce que géographiquement, on n'est pas accessible. C'est exactement ça. Alors, nous, on est parti du constat simple, c'est que, en général, un marché financier se finance de 2 manières. Du privé, avec de l'émission de titres ou des actionnaires vraiment privés en private equity, ou alors par les banques. Et ici, il y a une petite partie qui manquait, c'était entre les banques et les privés, ce qui permet en fait aux PME européennes et même américaines de venir se financer sur un marché. Donc là, nous, on a identifié ce manque. On s'est dit, tiens, on va trouver un statut pour combler ce manque. Et on a trouvé le statut de conseiller en investissement
participatif qui nous permet légalement de faire ce métier-là et de permettre à toutes les PME polynésiennes d'accéder à cette finance de marché régulée parce qu'il y a l'agrément de l'AMF et puis participatif parce qu'en fait on permet à tous les Polynésiens d'entrer sur les opérations via notre plateforme. D'accord. Alors, tu disais, vous avez identifié donc l'existence de ce statut d'entreprise qui n'existait pas au Whenua, mais quel a été également le diagnostic que vous avez fait du marché ? Est-ce que, selon vous, il manque effectivement cette capacité pour les privés d'investir dans les entreprises locales ? Quel a été le déclencheur ? C'est ça. Alors, fort de l'expérience en banque de Nicolas, il s'est aperçu qu'il y avait énormément de clients de la banque qui demandaient à pouvoir investir dans les entreprises polynésiennes, en tout cas dans la finance locale. Et aucun produit n'existait aujourd'hui. Si vous voulez investir, c'est forcément sur des produits bancaires qui sont très bien faits ou alors des produits d'assurance vie, de retraite, de SCPI, etc. Mais qui ne sont pas du financement local. Donc nous sommes rendus compte que certains Polynésiens, pas tous, mais certains, demandaient à investir leur épargne en Polynésie. Donc ça, c'était le premier constat. Et donc le deuxième, c'est celui qu'on a fait un petit peu avant. Il y a un besoin en financement des entreprises polynésiennes. Donc Invest in Whenua, c'est pouvoir regrouper ces deux besoins et en fait répondre à en fait deux offres, deux demandes différentes. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais c'est vrai que pour m'intéresser un peu, je ne suis pas financier, mais pour m'intéresser un peu au sujet du développement des entreprises locales, on a effectivement souvent l'impression qu'on a ici de l'argent qui est disponible, qui dort un petit peu effectivement dans des produits un peu traditionnels, les épargnes, l'assurance vie, différents placements, voire parfois certains qui vont aller investir dans l'immobilier en Thaïlande ou je ne sais où. Est-ce que du coup, face à ça, vous vous dites, nous on va justement débloquer cette capacité d'investissement local et au lieu d'aller chercher de la rentabilité ailleurs, on va créer de la rentabilité localement ? Oui, c'est exactement ça. Nous, on est parti du constat qui est simple de l'IOM, donc l'Institut d'émission d'Outre-mer, qui fait un petit peu le constat de la finance locale. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 200 milliards de francs qui sont en épargne, qui appartiennent à des locaux, donc à des Polynésiens, mais qui ne financent pas l'économie polynésienne. Donc nous sommes dit, on ne va pas récupérer toute cette épargne, mais on se dit que si seulement 5 à 10% pouvaient revenir au Whenua pour être redistribués, entre guillemets, en créant de la valeur, bien entendu, ça permettrait aux entreprises de se financer grâce à ce biais-là. Sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi les comptes, on va dire, courants, classiques, qui sont parfois très très bien alimentés et qui là, du coup, ne financent rien du tout, même pas d'autres produits. Voilà. Donc nous, notre ambition, c'est de venir récupérer un petit peu de cette épargne pour que certaines entreprises polynésiennes, des PME, puissent en bénéficier. Et donc faire participer, le mot-clé c'est participatif. C'est nous notre politique, si on peut appeler ça comme ça, c'est le capitalisme participatif, c'est de faire participer le plus grand nombre de Polynésiens, autant des particuliers que des entreprises, au monde de l'économie et de la finance polynésienne. C'est un peu revenir à la source du capitalisme en fait, parce que c'est un peu ce que c'est à la base. Voilà, mais un capitalisme responsable. On n'est pas dans ce qu'on appelle la grande finance spéculative, mais vraiment de l'économie réelle, c'est-à-dire qu'en face des produits qu'on va proposer, il y a de vraies entreprises avec de vrais entrepreneurs, des vrais porteurs de projets, et on n'est pas sur des titres qui fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Oui, c'est pas fait pour faire de la spéculation. Pas du tout, on est dans l'économie réelle. D'accord. Est-ce que c'est du coup uniquement réservé aux investisseurs locaux ou est-ce que ça donne la possibilité aussi aux entreprises locales d'aller chercher de potentiels investisseurs extérieurs, français, voire même américains, néo-zélandais, peu importe. Est-ce qu'il y a une limitation à ce niveau-là ? Alors, non, pas du tout. Il n'y a pas de limitation. La plateforme, c'est une plateforme d'investissement participatif qui est ouverte. Et notre seule limite, c'est que nous portons une attention parce que nous sommes donc régulés et nous avons des règles et nous n'acceptons pas, par exemple,
des financements qui viendraient de pays, on va dire, qui concourent au financement du terrorisme ou au blanchiment d'argent. Donc, en respectant ces règles-là, les financements qui arrivent sur la plateforme peuvent venir de pays européens, de métropoles, de Nouvelle-Calédonie, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande. Voilà. Ça permet aussi de faire venir de l'argent qui n'est pas localement présent, qui n'appartient pas à des Polynésiens forcément. Donc le but c'est vraiment d'avoir ce levier d'activation du capital pour aider les entreprises à se développer. C'est exactement ça. Ici, on parle d'expérience, c'est parfois difficile de trouver, hormis d'aller dans du crédit, mais du crédit dans un contexte comme le nôtre actuel, ça peut être compliqué. Un peu timide. Et du coup ça libère un petit peu cette capacité. Et d'ailleurs, les PME qui font appel à des entreprises comme la nôtre, donc à des conseillers en investissement participatif qui émettent des titres de capital ou d'obligations, bien souvent ça s'intègre dans un plan de financement global et les fonds qu'on lève ne sont pas la totalité du plan de financement. Ça va être ce qu'on appelle les capitaux propres, considérés comme des capitaux propres ou des quasi-fonds propres, et qui vont permettre derrière d'aller rassurer un établissement bancaire et d'aller chercher des financements plus traditionnels. Et donc de partager le risque avec soit les investisseurs privés, soit même les entreprises polynésiennes peuvent financer d'autres entreprises polynésiennes à travers la plateforme. Oui. Ça n'est pas seulement des particuliers. Donc c'est pas que les banquiers et c'est pas que les particuliers, c'est vraiment tout le monde. Le mot clé c'est vraiment participatif. C'est exactement ça. Et quel a été le retour des entrepreneurs, des premiers clients que vous avez eus ou de ceux avec qui vous avez échangé, en leur disant on vous propose cet outil, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes preneur ou comment ça s'est passé? Donc actuellement la première opération c'est donc Viti qui par la plateforme et avec la confiance qu'ils nous ont fait ouvre son capital. Et donc le premier retour il est forcément positif parce que depuis 2-3 jours nous avons réussi à atteindre le minimum de levée de fonds, donc qui était de 189 millions sur la plateforme. Ah oui, donc il y a quand même une cible assez élevée. Voilà, on a une première opération qui va avoisiner entre 200 et 240 millions là, en débouclage d'ici le 31 mars. Donc le premier retour que nous avons, c'est déjà que la mission est accomplie pour cette première opération et que Viti est une société qui existe déjà depuis 10 ans, qui aurait pu faire sans Invest in Fénois, mais qui par souci d'être précurseur aussi dans la finance, parce qu'ils l'ont été dans l'internet local, s'est dit on va faire appel à une société qui permet d'être novateur et aussi de faire participer nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires dans notre capital et donc après de vraiment créer un cercle vertueux et de faire participer le maximum de personnes à cette aventure. D'accord. Alors ma dernière question avant de s'intéresser plus à ton parcours d'entrepreneur, ce domaine, cet outil que vous proposez relativement nouveau et relativement unique au Fénois, est-ce que tu penses que culturellement, alors quand je parle culturellement c'est au niveau culture économique ou culture d'entrepreneuriat, les gens, les entrepreneurs sont prêts? Est-ce que vraiment tu penses que ça va vraiment débloquer ou il va y avoir besoin de faire un travail de fond, d'explication, d'implication, de motivation des potentiels investisseurs et pas que des entrepreneurs? Il y a un gros travail de pédagogie parce que c'est vrai qu'en Polynésie, et c'est pas forcément mal, mais il n'y avait pas forcément une grande ouverture au monde de la finance. Depuis quelques années maintenant, depuis une dizaine d'années, on commence à avoir accès aux mêmes ressources que les Européens et que les Américains au niveau de l'information, mais on n'était pas encore inclus dans le monde de la finance. Nous, aujourd'hui, on vient permettre aux Polynésiens de s'inclure dans ce monde-là. Il y a un énorme travail de pédagogie et là, par exemple, sur la première opération Viti, on a atteint plus d'une centaine d'investisseurs individuels. Donc on fait vraiment de l'appel public à l'épargne, mais on s'est rendu compte aussi qu'il fallait aller au contact, qu'il fallait leur expliquer ce que c'était. Alors autant du côté des investisseurs que du côté des entrepreneurs et des PME, parce qu'effectivement c'est un produit nouveau. En Polynésie, on n'a pas forcément l'habitude d'ouvrir son business au monde. On garde un petit peu le capital pour soi.
Mais là, c'est vrai que c'est un outil un peu nouveau et qui vient s'installer à un moment, on va dire, charnière. C'est-à-dire que là, le monde entier est en pleine crise Covid, qui est une crise sanitaire, mais qui devient une crise économique. Et le paradigme va changer un petit peu. On va aussi s'apercevoir que c'est nécessaire d'ouvrir le monde de la finance à tout le monde, tout en respectant des valeurs. Nous, on respecte les valeurs du capitalisme participatif et on veut rester dans l'économie réelle, vraiment. On veut pas partir dans des dérives de spéculation, etc. Et donc, la pédagogie, elle s'est faite sur cette première opération. On a actuellement plus de 500 inscrits sur la plateforme. Donc, petit à petit, de bouche à oreille, je pense que les Polynésiens vont accepter cette solution et vont se rendre compte que l'argent qu'on gagne en Polynésie, on peut le réinvestir ici et ça peut être gagnant-gagnant. C'est-à-dire gagnant pour les PME et gagnant pour les investisseurs, bien entendu. Ok, ça marche. Alors, on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs. Et on se retrouve dans un instant avec Pierre de Invest in Fénois. Yarana, c'est Philippe. Je t'invite à découvrir nos autres podcasts, dont les Pacific Talks, un podcast en anglais où je reçois des leaders et personnalités influentes du Pacifique et d'ailleurs pour discuter des grands problèmes de notre monde, mais vus de la perspective de nos îles. Technologie, alimentation, leadership, identité, tous ces thèmes sont évoqués avec la Pacific Touch pour t'aider à comprendre le monde et son impact sur notre région. Retrouve les Pacific Talks, T-O-K-S, sur toutes les plateformes de podcast que tu utilises. Et plus d'infos sur les réseaux sociaux de Pacific Venturi. Et nous sommes de retour, toujours dans les locaux de Invest in Fénois, avec Pierre qui nous a expliqué en détail les mécaniques de cet outil de financement participatif unique en Polynésie. Alors Pierre, on va s'intéresser maintenant un petit peu à ton parcours d'entrepreneur et à ce que tu en as appris, à ce que tu en as tiré. C'est la première entreprise que tu crées ? Oui. Et ton associé aussi ? Aussi, alors je crois qu'il a une petite entreprise en France, mais qui était vraiment pas au même niveau d'activité, mais en Polynésie, c'est notre première aventure d'entrepreneur. D'accord, et d'entrepreneur associé en plus. Voilà, en plus, donc on fait les deux d'un coup. Ok, et alors donc tu nous disais, le projet a commencé, l'idée a germé il y a à peu près 3 ans. À peu près, oui, environ 3 ans. Sur ces 3 premières années, et incluant la première année d'activité, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise sur l'entrepreneuriat, et peut-être même sur toi-même, et quelle a été la pire leçon que tu as apprise ? Alors, je dirais que la meilleure leçon, c'est la préparation. Je pense que le plus gros défaut qu'on puisse avoir dans une entreprise, c'est de mal la préparer. Et la phase de préparation, avant le lancement, elle inclut beaucoup de choses. Elle inclut une étude de marché, aller voir si déjà il y a une demande par rapport aux produits qu'on va proposer. Et je pense qu'une fois que cette phase de préparation est bien réussie, la phase de lancement est pas simple, mais elle est plus facile. Facilité. Voilà, elle est facilitée. Donc moi je dirais que les 2-3 années qui nous ont servi, alors on était tous les deux en poste, on avait tous les deux des postes à responsabilité, et donc il a fallu travailler le soir, le week-end. Donc je dirais que le meilleur apprentissage, ça a été que la phase de préparation est selon moi la plus importante dans toute entreprise. Une fois qu'on est bien préparé, que les chiffres sont posés, qu'on sait à quelle demande on va répondre, et surtout qu'on va pouvoir vendre notre produit, parce qu'après tout c'est ça qu'on cherche à faire, on peut se lancer. Alors je le répète, pas simplement, mais ça sera plus simple. Ouais. On va pouvoir absorber un petit peu plus les aléas du lancement. Et la pire, alors qu'est-ce qu'il y a eu de pire, alors c'est pas le pire, c'est l'investissement en temps. Parce que quand on démarre une entreprise, la seule chose qu'on a à investir, c'est du temps. On n'a pas forcément d'argent, on n'a pas tous la même surface financière au départ du lancement d'une entreprise, mais l'investissement en temps, c'est quelque chose qui est
qui est très prenant, puisque moi, enfin comme beaucoup, on a notre vie de famille. Si on a un job à côté, voilà, on travaille, et donc le temps est quelque chose de très précieux et de très énergivore. Ouais, mais du coup, le temps est aussi important dans la mesure où il faut prendre le temps, comme tu le disais. Et c'est vrai qu'à parfois on se dit on a hâte de lancer l'entreprise parce qu'on a hâte de faire du profit, de sortir des ventes, etc. Et pour vous, vraiment, la clé, ça a été d'attendre, d'avoir véritablement bien défriché la situation. Voilà, c'est ça. Nous, alors, on a eu deux choses. C'est qu'il a fallu le temps pour bien modéliser notre entreprise, et ensuite le temps pour aller chercher des agréments, ne pas se tromper, parce que quand on fait un métier comme le nôtre, il y a des agréments de l'autorité des marchés financiers, c'est un dossier de 600 pages. Donc il faut pas lésiner sur les documents, il faut pas lésiner sur les formalités, il faut bien respecter, il faut bien entrer dans les cases quand même. Et je pense que dans tout business, il y a un côté comme ça qui doit être une grosse phase de préparation, même pour lancer, je veux dire, une petite roulotte ou une petite activité de patenté. Je pense que le temps est très important. Alors après, on le module en fonction du projet et évidemment aussi de la nécessité de le lancer plus ou moins vite, parce que parfois certains entrepreneurs, j'imagine qu'il y a une nécessité financière derrière à lancer son activité, parce que quand on est en phase de préparation, on ne gagne pas d'argent, on ne se verse pas de salaire. Donc, alors justement, toi comme ton associé, vous étiez dans des postes relativement bien, des postes de management, si je comprends bien. Oui. Donc j'imagine avec un salaire quand même correct, même si effectivement l'activité bancaire peut être assez prenante en termes de... Est-ce que ça a été facile de franchir le pas, de vous dire ça y est, maintenant terminé, on pose la démission et on y va, tout en sachant que bien qu'étant préparé, comme tu le dis, ça résout pas tous les problèmes. Alors moi je vais parler pour moi, parce que c'est ce que je vais énoncer ce que j'ai ressenti. C'est arrivé moi à un moment un petit peu particulier, puisque j'étais directeur financier du groupe Tahiti Nui Travel, et ça a été très particulier parce que c'est arrivé au moment de la crise. Ah oui. Et qu'il a fallu d'abord gérer la crise économique et touristique locale, avec la direction du groupe d'ailleurs, et en même temps prendre cette décision de se lancer. Donc ça a été très particulier et on va dire compliqué. La décision a été pas évidente à prendre. Oui, parce que j'imagine qu'en plus avec la crise, on se dit, est-ce que c'est le bon moment pour lancer une entreprise ? Alors moi, pour le coup, j'ai pas vu ça comme ça. C'était vraiment plus de laisser derrière moi une entreprise qui allait encore avoir, alors pas forcément des difficultés, mais qui était elle-même en crise à cause de la situation économique et sanitaire. Et du coup, c'est plus ce côté-là, moi, qui m'a... On aurait été dans une année normale, sans Covid. La décision aurait été plus facile à prendre. D'accord. D'un point de vue économique, effectivement, je pense que tous les entrepreneurs se reconnaîtront. Il y a un sacrifice à faire. Puisque on quitte un certain confort du salariat avec le Graal qui est le CDI pour tout le monde, pour se lancer, et du coup là il y a plus de filet. Donc il y a un petit sacrifice à faire tout de même. Alors l'aspect financier, ça a été le plus gros sacrifice pour toi, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il a fallu accepter de... Alors mis à part le temps qu'on passe derrière nos écrans à gérer notre entreprise, et pas seulement gérer l'entreprise, parce qu'il y a tout l'administratif et il y a tout l'opérationnel. Le sacrifice financier, il se prépare aussi un petit peu à l'avance. C'est-à-dire que, selon moi, c'est vrai que quitter son job pour se lancer dans une activité sans y réfléchir, c'est dangereux. Surtout si on a une situation familiale. Moi, j'ai des enfants, j'ai forcément un emprunt à payer. Je pense qu'il faut le préparer. Et c'est là que ça pêche un peu bien souvent, c'est que les gens se lancent sans forcément avoir toute cette phase de préparation faite correctement. Donc
le sacrifice financier, il existe, c'est juste qu'il faut bien le préparer. Et il faut s'attendre à ce que pendant quelques temps, après le lancement de sa société, on ait quelques petites tensions financières, mais qu'on espère récupérer une fois qu'on aura bien lancé et qu'on sera, on va dire, qu'on sera grimpé dans le train à vive allure. D'accord. Et au niveau de la famille, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que ta conjointe a accepté facilement? Comment, du coup, maintenant vous gérez la vie? Parce que j'imagine que la vie d'entrepreneur, c'est une vie c'est un mode de vie plus qu'un métier. Hein, c'est donc ça. Ça impacte aussi la vie de famille. Donc comment ça s'est géré à ce niveau-là pour toi? Tout à fait. Effectivement, la vie d'entrepreneur, et ça, je pense qu'il faut le souligner aussi, c'est pas seulement le sacrifice de l'entrepreneur, c'est aussi un petit peu de son entourage proche. Moi j'ai effectivement une plutôt grande famille recomposée avec 4 enfants en tout et une conjointe. Et effectivement, il faut lui tirer le chapeau parce que elle accepte aussi certains sacrifices. On rentre tard le soir, le job est jamais vraiment terminé. Un coup de fil à 21h ou le matin de bonne heure. Il faut le dire et il faut aussi le souligner, c'est que l'appui de l'entourage et je pense le fait de faire adhérer son entourage au projet, c'est tout aussi important que d'y croire soi-même. Et il faut l'avoir cet appui-là parce que on rencontre des moments forcément plus difficiles que d'autres. Et quand on rentre chez soi et qu'on a un entourage qui y croit et qui peut nous rebooster, ça permet de dépasser certaines difficultés plus facilement. Effectivement. Alors, sur l'antenne, sur les épisodes des Pacific Buzz, on a eu souvent des entrepreneurs individuels par le fait des choses. On a eu quelques entrepreneurs qui étaient associés également. Vous, comment vous gérez le fait d'être associé avec Nicolas? Comment ça se passe? Est-ce que c'est important d'avoir été amis avant ou au contraire, est-ce que ça peut poser des problèmes? Comment tout ça s'est coordonné? Alors l'association, c'est vrai que c'est encore autre chose que l'entrepreneuriat classique et individuel. Nous, on a eu de la chance, c'est qu'on a été amis avant de se lancer ensemble. Et moi, je pense que la clé, c'est la transparence. C'est-à-dire que on a posé les choses. Alors effectivement, dans la création d'une société, là on parle un peu juridique, mais il y a des statuts, on peut créer des pactes d'actionnaires. Le tout, c'est vraiment que tout soit posé et tout soit carré, et qu'il n'y ait pas de non-dits ou de choses qui resteraient en suspens à définir plus tard. Nous, on a pris le parti de tout se dire. Alors ça implique aussi de tout se dire sur notre vie privée, parce que ça peut avoir des retentissements sur la vie professionnelle. Donc là, on a une petite chance, c'est que nous sommes amis, donc on avait déjà cette relation amicale forte. Mais plus que ça, on va dire qu'une association, c'est vraiment un mariage d'idées, un mariage entrepreneurial, et c'est pas quelque chose effectivement à faire à la légère. Mais le tout, c'est vraiment que tout soit posé et cadré. Et nous deux, on fonctionne, avec Nicolas, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on a un point à soulever, on le soulève, on se voit à deux, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 1 heure, mais tout de suite, on évacue les tensions s'il y en a, les problèmes s'il y en a, et en fait, depuis le début, on s'est rendu compte que nos deux profils sont très complémentaires, autant dans la gestion de l'entreprise que dans l'exploitation. Et du coup, on arrive très bien à se compléter, à se challenger. Et voilà. Selon moi, la clé de l'association, c'est vraiment la transparence et la préparation. On prépare tout, on écrit tout et on se dit tout. D'accord. Et finalement, le terme participatif qui est au cœur de votre business model est un peu au cœur aussi de votre organisation interne. Exactement. Ouais. Nous avons exactement la même vision de l'entreprise, c'est-à-dire, et plus que les deux associés fondateurs, nous embauchons des gens qui adhèrent totalement à ce principe-là. Et effectivement, dans tous les aspects de l'entreprise, on veut avoir la même philosophie participative, transparente, et puis on avance tous ensemble dans le même bateau. D'accord, ok, super.
Alors on va faire une deuxième pause pour entendre un autre message de nos annonceurs et on se retrouve pour la dernière partie de cet épisode en compagnie de Pierre de Invest in Fénois. Salut, c'est encore Philippe. Si tu aimes nos podcasts, tu aimeras aussi très certainement nos newsletters. Toutes les semaines, retrouve dans ta boîte email THOE en français ou The Global Tiller en anglais pour te permettre en 5 minutes de comprendre les grands thèmes qui font l'actualité. De l'analyse, de la perspective pertinente et beaucoup d'impertinence, le meilleur moyen de comprendre le monde d'aujourd'hui. Que tu sois étudiant préparant tes examens, employé ou manager pour comprendre les tendances de demain, simple et efficace, nos newsletters sont là pour toi. Plus d'infos sur pacificventuri.com/newsletter avec un S ou sur nos réseaux sociaux. Et nous sommes de retour, toujours dans les locaux de Invest in Fénois, en plein cœur de Papeete, en compagnie de Pierre Germont qui nous expliquait son parcours d'entrepreneur. Pierre, on va maintenant regarder vers l'avant, vers le futur. Je te pose 3 questions rapides, tu me réponds oui ou non, optimiste, pessimiste, et on développera ensuite le contenu de tes réponses. Donc, ton futur personnel, optimiste, pessimiste? Optimiste. Le futur de l'entreprise? Très optimiste. Et le futur du Fénois? Très optimiste. Ok, donc on monte en positif au fur et à mesure. Alors, par rapport à toi, pourquoi optimiste? Optimiste parce que aujourd'hui je suis accompli dans ce que je fais. Ouais. J'aime beaucoup. Je me lève le matin, j'ai envie d'aller au boulot. C'est plus qu'un boulot. C'est voilà, je pense que le fait de devenir entrepreneur m'a apporté encore plus que d'assumer des fonctions managériales importantes. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer encore. Il y a tout à explorer. Ouais, donc pas de regret d'avoir aucun regret. Et vraiment, avec toute la préparation que ça nécessite, c'est quelque chose que je referai, que je conseillerais. Après, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui sont pas forcément faits pour ça. Mais dans tous les cas, on peut s'asseoir à un moment et se poser la question, est-ce que je le fais? Mais si on le fait, il faut y aller à fond. Et là, c'est ce qui se passe. Et je suis tout à fait heureux et j'espère aller encore très très loin dans cette voie-là. D'accord. Okay. Et je reviens un petit peu sur ton parcours, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en tête de monter une entreprise ou ça s'est vraiment présenté comme une opportunité d'un coup avec ton associé? Alors, monter une entreprise, je sais pas, mais avoir une certaine indépendance dans ce que je fais, oui. Ça aurait pu être... alors moi, je m'engageais au tout départ vers une voie plutôt d'expertise comptable, donc forcément, qui dit expert comptable dit association dans un cabinet d'expertise, donc dans un certain sens... C'était déjà prévu au tout départ de mes études. Ensuite, le monde de l'entreprise s'est tout de suite présenté à moi, rapidement, une fois que j'ai eu mon diplôme. Et j'ai eu de la chance, c'est que j'ai bossé pour une des plus grandes familles d'entrepreneurs métropolitaines, qui est la famille Mullier, où là... c'est Decathlon, Auchan, voilà, etc. C'est les fondateurs de toutes ces entreprises-là, Auchan, Decathlon, Flunch, Leroy Merlin. Et là, j'étais au cœur du family office, donc au milieu des associés. Et oui, je les enviais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je me suis dit, ils ont réussi à accomplir cette toile d'entrepreneur, et je me suis dit, un jour je ferai pareil. Alors du coup, on en revient à ton entreprise, très optimiste. Très optimiste parce que aujourd'hui, donc comme je le disais un petit peu avant, on a réussi le lancement. On est en train de finaliser la première opération, donc avec Viti. Donc on l'a pas fait seul, on l'a fait avec des partenaires. On a signé plusieurs partenariats avec Cogep Finance qui propose nos produits dans son catalogue, avec un cabinet en gestion de patrimoine calédonien qui est IFP. Nous avons obtenu le soutien de la DGEN à travers une subvention. Donc plus le temps passe, plus on va vers l'avant, et avec la réussite de la première opération, on espère prouver que le modèle est bon pour la Polynésie, et que
avec d'autres développements. Hein. Avec Nicolas, on a pas mal d'idées de développement. On espère qu'on va toutes les accomplir. Il y en a certaines, on va essayer de les faire assez vite, mais on va les préparer de toute manière pour qu'elles réussissent. Alors sans dévoiler les secrets de vos projets, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelle est votre vision à moyen long terme éventuellement ? Oui, bien sûr. À moyen long terme, sans dévoiler forcément les secrets que nous avons pour avancer, nous aimerions que la Polynésie, de manière générale, devienne une sorte de laboratoire de la finance participative et de pouvoir montrer, alors au reste du monde ça fait peut-être un petit peu grand, mais de pouvoir montrer que ce modèle d'économie réelle et d'économie participative, il fonctionne plutôt bien sur le type de territoire dans lequel on est, et qui permet une certaine sérénité et une certaine... c'est pas de l'entraide parce qu'on s'aide pas, il y a quand même on attend un retour sur investissement, hein, c'est pas nécessairement compatible. Voilà, mais c'est de la finance responsable. Voilà, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de finance responsable, donc nous on aimerait développer notre Invest in Fénois autour d'une finance responsable, en variant nos activités, en essayant d'aller toujours innover. Et donc d'aller chercher des partenariats qu'on n'attendrait pas forcément, ou des nouveaux modèles. Voilà. Est-ce que le marché serait suffisamment grand pour de potentiels concurrents ? Comment vous envisagez ça ? Est-ce que vous dites que ça va arriver ? Ou est-ce que vous dites que ça va, on est en avance ? Alors on est en veille, donc on se dit, et moi, enfin Nicolas et moi, on a cette philosophie de se dire que la concurrence n'a pas que c'est pas que mauvais. Donc on n'espère pas d'avoir un concurrent rapidement, mais en tout cas, s'il y avait de la place pour deux acteurs comme nous, on ferait en sorte que la concurrence amène quelque chose de positif. Et je pense que dans tous les secteurs, la concurrence, c'est positif. Okay. Alors du coup, l'avenir du Fénois, très très optimiste. Bien sûr, parce que aujourd'hui, on arrive, je pense, à un virage, que on s'est aperçu avec la crise qui nous est tombée dessus que on ne peut pas vivre avec un modèle économique uniquement tourné vers un secteur qui est le tourisme, et que du coup on est en train de créer, je pense qu'il y a une sorte d'émulation au niveau aussi des Polynésiens qui se rendent compte que faire de l'agriculture, aller chercher des domaines où on n'attendrait pas forcément la finance peut être un relais. La finance, alors je parle pas encore une fois de la finance complètement spéculative ou dérégulée, ou effectivement des choses un petit peu trop exotiques pour qu'elles soient en tout cas viables. Mais je pense qu'il y a d'autres secteurs, et la matière grise de Polynésiens, les Polynésiens peuvent aller chercher toutes leurs ressources pour faire vivre autre chose que le tourisme, même si ce secteur est très important et reste un apport économique indéniable, et on l'a vu, puisqu'aujourd'hui, sans touristes, il y a énormément de difficultés pour énormément d'entreprises. Mais je pense qu'une fois qu'on aura surmonté ça, déjà je pense que les gens vont vouloir repartir, que ce secteur va repartir très fort. Et en plus de ça, je pense qu'on va développer d'autres compétences, de nouveaux secteurs. Je disais l'agriculture, la transformation agroalimentaire. Voilà, je pense qu'il y a énormément, et qu'il y a un gros vivier en Polynésie, et que les Polynésiens sont des gens qui n'ont pas peur de vivre l'aventure. Pendant longtemps, ça a été des explorateurs du Pacifique, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne revive pas cette épopée à travers le secteur, à travers tous les secteurs économiques. Je dis souvent qu'une culture qui a réussi effectivement à conquérir le plus grand océan du monde est par nature entrepreneuriale. Voilà. Pas forcément selon la vision européenne des choses, mais il y a quelque chose effectivement d'aventurier. Je pense. Et donc toi, de par ton expérience, que ce soit ici comme en France, et de ta connaissance de comment fonctionne l'économie, comment fonctionne la finance, tu en as quand même une connaissance fine.
Tu penses qu'il y a un vrai potentiel économique ici à développer? Ouais, je pense qu'il y a un réel potentiel économique et que je suis sûr que le moment qu'on est en train de vivre là va faire que certaines consciences vont s'éveiller, des vocations vont naître. Nous, on le voit, on a de plus en plus de porteurs de projets qui nous appellent, qui aujourd'hui sont salariés dans des grosses entreprises. Donc forcément que tout le monde ne va pas aller jusqu'au bout, mais le fait qu'il y ait cette émulation et cette envie en tout cas d'aller tous ensemble vers l'avenir, quoi, va faire que on va se développer, on va arriver à sortir le meilleur de tout le monde. Et pas que sur une économie dite de subsistance. Non. Vraiment quelque chose de créatif. Je pense qu'on va, il faut, c'est ce qu'il faut aller chercher. Je pense que la création de richesse et de valeur, et c'est pour ça que nous on a créé Invest in Fénois, c'est que on voudrait que la richesse déjà revienne et n'aille pas financer d'autres économies. Alors c'est très bien que les gens varient leurs investissements et puissent investir en Europe ou dans d'autres produits, mais c'est très bien aussi de pouvoir investir dans sa propre économie et de créer ce cercle vertueux où tout le monde gagne finalement localement. Okay. Et est-ce que vous envisagez, est-ce que votre réflexion sort de Tahiti et s'envisage, alors tu as parlé un peu de la Nouvelle-Calédonie, mais je dirais carrément à l'échelle régionale, de se dire pourquoi pas aller investir ou chercher des investisseurs à Fidji, à Samoa, à Tonga, dans toute la région. Oui, ça fait partie de nos potentiels développements, on y pense. Maintenant, il faut faire du droit comparatif, il faut aller voir si on a le droit d'aller dans ces pays-là. Mais effectivement, d'accroître cette collaboration régionale fera de nous, et je parle de nous, de la Polynésie, un pays beaucoup plus fort à l'échelle, si ce n'est mondiale, au moins à l'échelle du Pacifique et de l'Océanie, voire de la côte ouest des États-Unis. D'accord, ok. Effectivement, très très optimiste. Je partage ce constat, c'est très bien. Ok, alors, dernière question pour toi, Pierre. Pour tous les gens qui nous écoutent et qui justement se disent tiens, je cherche à investir, je cherche à me lancer, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas comment faire. De par ton expérience, de par ton vécu, est-ce que si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs, quelle serait-elle? Alors moi, pour les porteurs de projets, donc il existe plusieurs organismes qui sont capables de les aider. La première chose, c'est aller chercher de l'aide là où on vous en donne. Voilà. Il y a la Sofidep, il y a l'ADI en fonction des types de projets, il y a Initiative Polynésie, il y a les banques qui peuvent aussi commencer à orienter leurs clients, il y a Invest in Fénois maintenant qui peut aussi apporter certaines réponses et puis bien se renseigner, voilà, aller chercher, être curieux et pour les investisseurs qui ont envie de se lancer dans l'investissement dans les produits locaux, le conseil, ça serait de bien se renseigner et le tout, c'est d'investir en connaissance de cause. Nous sommes ouverts à la discussion, à accueillir tous les investisseurs qui pourraient se poser des questions sur le modèle, sur l'opération qui est en cours, sur les futures opérations. Mais c'est important d'avoir une réflexion générale. Et donc pour ça, on va avoir son conseiller en gestion de patrimoine, son banquier, et puis on se renseigne. Voilà. On va chercher, on reste pas simplement sur du conseil basique. Voilà. Donc préparation et transparence, voilà. comme tu disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Ouais, exactement. Okay. Les mots-clés. Ça marche. Pierre, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans tes merci locaux, à toi. de nous avoir fait découvrir ce concept de la finance participative qui je suis ravi. Qui était nouveau pour moi et je l'imagine pour beaucoup de nos auditeurs, et en espérant que ça nous permette aux Fénois de développer énormément de projets pour notre économie. Ça serait une grande réussite en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup Maurulu. Au revoir. Voilà, c'était donc un nouvel épisode des Pacific Buzz. Si depuis le début de la saison 2, nous t'avons fait saliver en allant à la rencontre d'entrepreneurs dans le monde de l'alimentation,
Il nous est apparu important de faire le point sur ce domaine parfois complexe, parfois obscur, de la finance d'entreprise. Grâce à Pierre et à son associé d'Invest in Fénois, les entreprises locales, mais pas que, peuvent désormais accéder plus facilement au nerf de la guerre et du développement un soutien financier. Dans ce monde en pleine réorganisation, il est fondamental de donner à nos entrepreneurs les leviers nécessaires pour développer de nouvelles solutions et oser de nouvelles pistes. La finance collaborative semble une voie pertinente pour des économies de plus petite échelle et peut donner aux entrepreneurs la possibilité d'envisager un développement à long terme, même étant loin des grands centres financiers. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à échanger avec nous par email contact@pacificventuri.com ou via nos réseaux sociaux. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre quelques étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. C'est un moyen efficace pour nous aider à étendre notre audience. Quant à moi, je te retrouverai pour un nouvel épisode à la rencontre d'un nouvel entrepreneur d'ici 15 jours. Prends soin de toi et à bientôt. Nana!